Vox Feminarum, puisque les femmes ont tant à partager. Bonjour Noah, je suis absolument ravie de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Alors je ne sais pas si c'est moi qui t'accueille ou toi qui m'accueille finalement, parce que tu es à la Cité Audacieuse bien plus que moi. Donc on va quand même rappeler ce que c'est la Cité Audacieuse. Est-ce que tu as envie de le faire en quelques mots ? Bien sûr. Du coup, la Cité Audacieuse, c'est le premier tiers-lieu de rayonnement des droits des femmes qui a été du coup créé par la Fondation des femmes. Et moi, actuellement, du coup, je suis en service civique à la Cité Audacieuse. Donc, je gère tout ce qui va être la communication, l'organisation d'événements et aussi la gestion des associations au sein de la Cité Audacieuse, parce que le but de la Cité Audacieuse est de réunir toutes les assos qui auront pour combat la lutte pour l'égalité des sexes ou la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc du coup, on gère un petit peu la gestion entre toutes ces assos en fait. Ok. Alors, c'est dans ce cadre, évidemment, qu'on s'est rencontrés, parce que... Enfin, je dis évidemment, parce qu'on aurait pu se rencontrer ailleurs, mais là, en l'occurrence, c'était le hasard, puisque le podcast, et en tout cas le programme Vox Feminarum, peut être créé ici parce que vous nous avez accueillis. Donc ça, c'est très important et vraiment, je dis encore une fois merci, parce que je pense que c'est essentiel de pouvoir laisser ce genre d'espace de parole aussi, pour pouvoir diffuser vraiment nos idées et en tout cas ce qu'on a envie de partager. Alors, notre rencontre, moi, je crois qu'on devrait peut-être en discuter, parce que c'est la raison de notre présence à toutes les deux ici. Je pense qu'il faut en parler. C'était assez drôle. Alors, juste pour recontextualiser, moi je suis venue il y a quelques temps pour enregistrer un podcast avec Cécile Sarafis, qui est une spécialiste des violences faites aux femmes. Et on avait une conversation tout simplement en descendant l'escalier, et on était en train de parler de foi et de féminisme. On discutait de ça, et à ce moment-là, on s'est rencontrés. Exactement. J'ai demandé le sujet de ton podcast, et c'est là que on a parlé du coup de l'avortement et de toutes les questions qui étaient liées à ça, parce qu'on avait eu un événement du planning familial le matin même, à la Cité, où on faisait un rapport des chiffres et de où en était du coup l'avancée de l'accès à l'avortement en France. Donc je trouvais ça hyper intéressant que, sans savoir, on parle du même sujet dans la même journée au sein de la Cité. Et c'est là que du coup on a commencé à parler des autres sujets à venir, et qu'on a parlé du coup notamment de foi et féminisme, qui est un sujet aussi qui me tient à cœur pour le coup. Et à moi aussi, donc c'est assez intéressant, parce que finalement, parfois on peut... j'allais dire ne pas avoir le même contexte de vie, parce qu'on n'a pas le même âge, on n'a pas la même profession, enfin je veux dire, on aurait pu ne pas se croiser dans d'autres espaces, et puis finalement le hasard auquel, à titre personnel, je ne crois pas, a bien fait les choses, parce que on va pouvoir aujourd'hui discuter un peu de ces sujets qui sont parfois, j'allais dire, un petit peu complexes. Alors je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord, c'est assez controversé, quoi. C'est souvent, on ne pense pas que les deux peuvent cohabiter et fonctionner ensemble. Ça veut dire qu'être féministe et croyante, c'est compliqué, tu crois, aujourd'hui ? Je pense pas que ce soit compliqué non plus à l'heure actuelle. Je pense que c'était plus compliqué à l'époque, à l'émergence du coup du féminisme. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est plus une question d'acceptation de la part d'autrui, que c'est possible, en fait. C'est l'acceptation de oui, c'est possible, en fait, et ça se fait, et c'est pas grave, et c'est très bien même. Alors, à titre personnel, moi j'ai toujours trouvé un peu clivant la façon dont on définissait peut-être, en tout cas les stéréotypes autour du féminisme, comme si on pouvait pas à la fois penser que les hommes et les femmes pouvaient être égaux en droit, sachant que c'est censé nous rappeler un texte, je pense, que tout le monde devrait connaître. Et en même temps pouvoir vivre dans la sphère privée un rapport à la transcendance, parce que finalement la foi, qu'on la vive ou qu'on ne la vive pas, en tout cas pour les gens qui la vivent, ils reconnaissent une forme de transcendance, donc c'est de ça dont il s'agit. Je pense que finalement aujourd'hui, il y a des questions que je vais te poser dans quelques instants, mais ce que je voudrais partager avec toi, on est croyantes toutes les deux.
Oui. J'allais dire pas forcément sous la même forme. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Et c'est ok. Et c'est ok pour moi, voilà, d'en parler. On espère que d'autres personnes, voilà, qui seront d'autres confessions et qui perçoivent les choses d'une autre façon, viendront partager avec nous. Autour du cou, tu portes un symbole. Oui, ma croix du coup. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi ? Pour moi, c'est, j'ai besoin de la sentir près de moi tous les jours et de la porter, surtout qu'en plus c'est un cadeau de ma mère, parce que je n'ai pas reçu d'éducation religieuse de la part de mes parents. D'accord. C'est vraiment moi qui ai découvert cette foi en grandissant. Et donc ça a été assez particulier quand ma mère me l'a offerte en disant écoute, moi je n'y crois plus, mais je suis contente que toi tu aies trouvé cela, et donc je t'offre la croix du coup qu'elle avait pour son baptême quand elle était enfant. Ah, c'est chouette. Donc je me sens obligée de la garder tous les jours et de me sentir voilà, cette appartenance que j'ai avec ma religion en fait tous les jours de ma vie. Alors, c'est super beau, déjà, je trouve, comme symbolique et comme passation. Alors, peut-être parce que je suis maman et que comme j'ai des petites filles, tu vois, j'y vois quelque chose de l'ordre de la transmission qui est de l'ordre de l'amour et du symbole, parce que, alors pour le coup, c'est la maman qui va parler, mais quand on a des enfants, on ne sait jamais quel choix elles vont faire. Et je pense que dans cet amour... devrait en théorie se devoir, puisque en plus on parle de religion, donc c'est vraiment le thème pour le coup. Pour le coup, alors en tant que toi tu es catholique et moi je suis protestante, en l'occurrence l'amour, et je pense qu'on pourrait dire la même chose si on questionnait un juif ou un musulman ou un sikh ou encore d'autres religions polythéistes, l'amour universel, en tout cas, ça reste quand même le centre de ce rapport à la transcendance. Alors, on pourrait débattre sur le sujet, mais moi, j'ai une question à te poser, peut-être un peu punchy, mais pour toi, Jésus, il est féministe ? Ah, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, c'est un débat que j'ai souvent avec ma meilleure amie, parce qu'elle, pour le coup, n'est pas croyante, mais a reçu une éducation religieuse. Au Liban, donc c'est pas forcément la même éducation religieuse que moi j'aurais pu recevoir. Elle est orthodoxe plutôt ? Non, je me souviens plus. Copte ? Non, c'est une branche d'orthodoxe, mais... D'accord, alors là c'est peut-être trop pointu. C'est un peu plus pointu. On fera l'appel à un ami plus tard. Et pour elle, du coup, Jésus est assez féministe. Et en fait, je dirais pas... Je sais pas si Jésus était féministe en tant que tel, comme nous on l'entendrait à l'heure actuelle, mais je pense que Jésus ne faisait pas de distinction entre les hommes et les femmes, et entre l'amour et la diffusion qu'il faisait en fait de sa foi et de ses croyances. Et pour moi, il faisait pas de distinction en fait, homme ou femme, il n'en faisait pas. Alors il y a quand même une petite distinction de les apôtres sont tous des hommes, et effectivement on peut pas passer à côté de ça, mais moi je pense que féministe c'est peut-être un grand mot, mais qu'il n'avait pas de problème avec le fait que les femmes aient de l'importance, et même il valorisait cela, je pense. Donc voilà. Ok, merci pour ta réponse. Alors, du coup, moi, tu m'as pas posé la question, mais je vais quand même me faire, en tout cas partager là-dessus, parce que moi, j'ai pas le même âge que toi. J'ai 43 ans aujourd'hui. Je sais pas quel âge tu as, Noah, d'ailleurs. Moi, j'ai 20 ans. Ok, donc tu vois, on a quand même une vraie génération d'écart quand même. Moi, j'ai rencontré Dieu quand j'avais à peu près ton âge, un petit peu plus tard. Okay. Je suis de tradition catholique. Donc j'ai eu cette éducation religieuse et je l'ai complètement rejetée de façon assez virulente, je dirais même, parce que je n'étais pas d'accord avec ce qu'on tentait d'imposer à ma conscience. Donc ça, c'est mon expérience à moi. J'ai par la suite, après, fait une autre forme d'expérience avec la transcendance, et puis du coup j'ai fait le choix de me plonger moi-même dans la Bible pour aller me faire un avis. J'avais pas vraiment envie qu'on m'explique comment c'était censé être. J'avais envie d'aller chercher les réponses par moi-même. Et je me suis... j'ai été surprise à différents moments. Alors, on n'est pas là pour faire un cours de théologie et je n'aurais pas cette prétention. Mais quand la femme adultère, par exemple, elle est là et tout de suite, des gens auraient très envie de lui imputer sa faute, qu'est-ce qu'il fait en fait ? Il vient et il dit non mais si
si vous n'avez jamais péché, alors vous jetez-lui la première pierre. Donc moi j'y vois le Christ, donc qui pour nous, en tout cas les personnes qui le reconnaissent, est à la fois Dieu et homme. Eh bien défendre déjà une femme, sachant que quand on connaît le contexte de l'époque, être une femme, voilà, c'était risqué, et être une femme adultère, alors là vraiment on était le summum, voilà, c'était le summum de l'improbabilité. Donc déjà j'y vois quelque chose de fort. Ensuite il y a eu le message de la résurrection, c'est-à-dire que pour les croyants en Jésus, la résurrection ça prend une place effectivement très importante, puisque pour nous il a vaincu la mort, donc il est ressuscité. Et ce message fondamental dans le texte, pour celui ou celle qui le reconnaît, c'est à une femme qui l'a confié. Oui. Et du coup, comme il est question de voix, alors par voix VOIX, on peut entendre aussi la voix VOIE. Moi, j'aime bien l'idée de se dire que on passe une vie à chercher sa voix. Au propre comme au figuré, et que celle-ci peut prendre bien des chemins. En tout cas, si nous on s'est retrouvés finalement à cette table aujourd'hui pour partager sur l'égalité homme-femme, avec des expériences différentes, est-ce que je peux te demander, Noah, ce qui t'a donné envie de faire ton service civique ici, en fait ? En fait, n'ayant pas reçu d'éducation religieuse en particulier, il y a quelque chose quand même que ma famille et surtout mes parents m'ont inculqué, c'est surtout les droits des femmes, être assez féministe, etc. Moi, pour le coup, ça a toujours été quelque chose d'assez ancré dans mon éducation. Enfin, on m'a toujours dit, ce n'est pas un homme qui te dira quoi faire, et quand tu le feras, c'est à toi de décider aussi. Donc j'ai toujours grandi avec cette idée-là, donc j'ai souvent fait des exposés sur féminisme, j'ai souvent parlé de ça aussi quand j'étais plus jeune. Donc pour moi c'était assez logique en fait de faire un service civique qui avait un rapport avec ça, de pouvoir creuser un peu plus la question, voir un peu plus les évolutions qu'on peut apporter, mettre un peu ma pierre à l'édifice, voir ce qu'on pouvait faire en fait, encore à l'heure actuelle, parce que le combat n'est pas fini, et du coup continuer tous ensemble. Quand on a 20 ans en 2024, c'est quoi ce qui choque le plus dans les inégalités hommes-femmes ? Moi, ce qui me choque le plus, mais je pense pas que ce soit le cas de toute personne à mon âge, mais moi, c'est vraiment la charge mentale des femmes, en fait. Okay. Le fait que, rien que par notre sexe, quand on a une charge mentale plus grosse que celle des hommes, en fait, sur la manière dont on va s'habiller, les idées qu'on va avoir, parce qu'il faut pas être trop prude, mais il faut pas non plus être trop vulgaire, et il faut pas non plus être trop sérieuse, mais il faut pas non plus être trop coincée. Donc c'est un combat en fait qu'on se rend pas compte, mais depuis notre plus jeune âge en fait on est conditionné. En fait. C'est ça, voilà. Enfin si on met une jupe, faut mettre une jupe parce qu'on est une fille, mais en même temps t'es la seule fille à mettre une jupe parce que maintenant c'est moins la bonne. Enfin, on est tout le temps un peu jugé, etc. Et ouais, moi c'est quelque chose qui me choque en fait, et encore à l'heure actuelle, de se dire qu'on a une charge mentale 3 fois plus importante que les hommes, et surtout dans l'éducation des enfants, moi je trouve. Pour avoir côtoyé beaucoup d'enfants, fait beaucoup de babysitting, c'est même si à l'heure actuelle on va moins valoriser le fait que les femmes restent à la maison pour travailler, qu'elles aussi elles peuvent pour rester s'occuper des enfants, elles peuvent aussi travailler, etc. Il y a quand même cette charge en plus de on va penser au dentiste, on va penser à ci, on va penser à ça. Chose que le papa va pas forcément penser de lui-même, sauf si la maman lui rappelle. Pourquoi ? Parce qu'on a été conditionné comme ça depuis notre plus jeune âge, en fait, à penser à tout le temps. Alors, c'est assez intéressant pour moi, et vraiment, c'est un partage de cœur, parce que je sais pas si tu es maman. Non, pas non, encore. Du tout. Enfin, ou pas, d'ailleurs, tu feras bien comme tu veux, j'ai envie de te dire. L'important, c'est que tu fasses ce qui est bon pour toi. Voilà. Le sujet de la charge mentale pour les femmes qui ont 40 ans ou 43 ans, qui sont comme moi mères de famille, c'est un vrai sujet. Oui. C'est un vrai sujet parce que moi, j'ai le plaisir de partager avec toi sur ce podcast, mais j'ai aussi une vie professionnelle, et dans cette vie professionnelle, je suis thérapeute. Il se trouve que la charge mentale, j'ai observé parce que déjà j'ai un quotidien, et puis j'accueille des personnes qui ont un quotidien où
il y a des études qui ont été menées par rapport à ça. C'est-à-dire qu'une femme qui est, par exemple, mère de famille, qui travaille, qui s'occupe des tâches ménagères, on est sur à peu près un petit format à 90 heures par semaine. Ah, mais c'est énorme. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est absolument énorme. Et je pense que si vraiment on considérait une forme d'égalité, puisque l'objet aussi de ce podcast, c'est de parler de la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Alors, je l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, mais quand on parle de cette égalité, toi qui as 20 ans aujourd'hui et qui es citoyenne, tu trouves que l'égalité... Je trouve que... Tu l'observes, tu la vis, est-ce que tu penses qu'elle est effective ? En fait, je pense qu'en termes de droit, on n'est pas non plus sur une énorme différence, mais c'est plus en termes de reconnaissance, en termes de justice et en termes de pression sociale que les inégalités sont vraiment présentes. Je pense qu'en termes de droit, voilà, on a quand même de l'évolution. Mm-hmm. Ce n'est pas fini, je ne dirais jamais. Moi, ça ne sera jamais fini, je pense d'ailleurs. Mais moi, je ressens plus vraiment tout ce qui va être pression sociale. En tant que femme, je pense que c'est là où on a le plus d'inégalités, en fait. Est-ce que tu penses que cette pression sociale, finalement, elle n'est diffusée que par les hommes ? Non, je pense aussi que c'est un ancrage, en fait, qu'il y a eu au fil des années. Absolument. Parce que je pense que, moi, je le vois, il y a aussi des femmes qui pensent de manière un peu misogyne et qui pensent que les hommes sont supérieurs à nous et que c'est comme ça, on doit être à la merci de notre mari. Voilà, ça me fait de la peine que des gens pensent encore comme ça, mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir quand ils ont été éduqués comme ça, conditionnés comme ça, et qu'au final, c'est quelque chose qui est encore ancré dans la société ? Je pense qu'on peut pas non plus leur en vouloir, mais je pense qu'on peut essayer de les ramener un petit peu sur la raison. Alors, l'éducation, c'est une clé, ça c'est clair. Je pense qu'on est à peu près tous et toutes d'accord là-dessus. Après, c'est aussi, comme tu le dis, un conditionnement. Donc, un des objectifs aussi de ce programme, qui est à la fois un podcast, à la fois une vidéo, c'est d'évoquer ces sujets, en fait. Aujourd'hui, selon toi, c'est quoi les plus grandes difficultés rencontrées par les femmes ? Je crois que j'en avais un peu parlé en plus. Excusez-moi. Ne t'excuse pas. Prends ton temps. En vrai, les plus grandes difficultés exprimées par les femmes, moi, du coup, en travaillant du coup à la cité et en côtoyant du coup les femmes qui travaillent à la Fondation des femmes, on se rend compte que les plus grosses difficultés vont se faire sur les violences, notamment. Que ce soit les violences sexistes, les violences sexuelles et la reconnaissance de tout cela par l'État. Et la condamnation surtout de tout cela par l'État. C'est hyper compliqué, c'est très très dur. On se rend pas compte que une femme violée ou agressée, il y en a beaucoup. Il y en a même beaucoup trop. Que ça peut être tout le monde. Tout le monde peut agresser tout le monde. Il n'y a pas de profil type. Et toute femme peut se faire agresser aussi. Il n'y a pas de profil type. Et pour moi, ça, c'est une des plus grosses difficultés en tant que femme à l'heure actuelle, en fait. Parce que on se donne un truc de vigilance constante, en fait, quand on sort de mon verre, ceci, cela. Et c'est une charge mentale en plus. Bien sûr. Mais c'est une charge mentale en plus pour avoir organisé des soirées étudiantes avec beaucoup d'étudiants. C'est une des choses auxquelles on doit le plus penser. Qu'il n'y ait pas d'attouchement, qu'il n'y ait pas d'agression, qu'il n'y ait pas on drogue quelqu'un ou quoi que ce soit. Et c'est une charge mentale énorme pour les filles, en fait, de se dire, est-ce que je me sens en sécurité ? Est-ce qu'il y a quelque part où je me sens réellement en sécurité ? Où il va rien m'arriver ? Parce que même au sein de la famille, ça peut arriver. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un endroit où on se sent vraiment en sécurité ? Je pense que... pas vraiment de réponse. Allez, c'était audacieuse, je dirais, mais... Alors, je confirme que c'est un endroit qui a une très très bonne énergie et que c'est très agréable d'être ici. Dès qu'on passe la porte, on le perçoit et je vous invite toutes et tous à venir prendre un café et venir écouter les cycles des conférences. Au passage, ça nous fait plaisir d'en parler. Donc, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, en ce moment, on parle beaucoup de soumission chimique. Oui. Le procès des viols de Mazan, effectivement, on a découvert
une affaire sordide et atroce en fait, d'une femme qui s'est fait du coup droguer par son mari pendant plusieurs années dans le but de la faire violer par différents hommes. Et en fait, on se rend compte que ça peut être tout le monde, même son propre mari. Et ça, c'est dur, je pense. Enfin, moi, je pense que c'est une des premières choses qui m'a le plus choquée. Le fait que ce soit son propre mari, celui à qui elle a fait confiance. Enfin voilà, on se marie avec cette personne, c'est qu'on l'aime, on lui fait confiance aveuglément et au final, le coup de poignard dans le dos est très dur, je pense. Alors effectivement, quand on commence à travailler sur les violences sexuelles, on observe, et pas que sexuelles d'ailleurs, on observe que c'est souvent dans le cercle intime. Exactement. C'est-à-dire, c'est pas toujours, c'est très rarement, dirons-nous, l'image du violeur dans le parking ou de la personne qu'on croise dans la rue. C'est souvent le cercle proche. Et ça, vraiment, je pense que c'est important de le répéter et de le répéter encore et encore, quel que soit l'âge. En l'occurrence, pour cette femme, c'était celui qu'on a qualifié de mari. Et souvent, dans les violences conjugales aussi, il y a un moment on a oublié une chose, c'est qu'avant qu'il y ait violence conjugale, il y a dû avoir une forme d'emprise psychologique aussi auparavant. Alors j'allais dire déjà d'accord, d'amour, de volonté commune sur une base de confiance, d'entamer une relation ensemble. Donc on oublie, j'allais dire, cette trahison. Alors sans vouloir y voir des symboliques bibliques, c'est aussi ça, ce rapport. C'est-à-dire qu'à un moment, les violences conjugales, j'allais dire 100% des femmes qui les ont vécues ont été surprises. Bien sûr. Et elles ne s'attendaient pas à ça. Je pense qu'il est important de le rappeler parce que ça n'a pas l'air d'être si évident. Ah non, mais de toute façon, n'importe quelle femme ne se mettrait pas avec un homme qui est violent au premier abord, je pense. Enfin, en tout cas... Ou alors des femmes qui malheureusement sont nées dans un contexte de violence et du coup n'ont pas conscience forcément du degré de violence dans lequel elles ont évolué. Bien sûr. Mais une femme qui a grandi dans un milieu sain, etc., ne se mettra pas de son plein gré avec un homme qui produit de la violence au premier abord. C'est toute une manipulation et une emprise psychologique en amont avant de passer à l'acte qui rend ça. Et du coup encore plus douloureux. Parce qu'au-delà de la violence physique qu'il y a avec, il y a une violence psychologique énorme en fait. On a fait confiance, on a donné de l'amour, on a vécu ensemble, on a eu des enfants ensemble pour certains cas et c'est-à-dire que tout ça s'écroule pour ça. C'est très très dur, c'est très très dur. Ouais. Tu penses que aujourd'hui, quand les victimes passent la porte des commissariats, elles sont entendues ? Je pense qu'elles ne sont pas assez entendues. Et alors oui, la parole se libère là-dessus, mais pas assez. On parle pas assez du jugement, de la dureté de l'interrogatoire que les femmes peuvent subir. Il y avait une très très bonne série que je regardais quand j'étais adolescente là-dessus, qui s'appelait Scam France. Et en fait, chaque saison traitait d'un personnage et du coup d'une thématique qu'on peut rencontrer à l'adolescence, que ce soit harcèlement, découverte de sa sexualité, troubles du comportement alimentaire. Et il y avait une fille du coup qui s'était fait violer par son petit copain lors d'une soirée et elle allait porter plainte et en fait on voyait que les premières questions étaient oui mais est-ce qu'à un moment vous avez quand même pas dit oui, est-ce qu'à un moment vous avez pas quand même vous portiez une jupe, etc. Et c'est très dur de se dire qu'en fait c'est pas qu'une simple série, c'est ce qui malheureusement se produit aussi quand les femmes poussent la porte des commissariats. Elles sont pas assez entendues parce que on a une forme, je sais pas, on décrédibilise un peu cette violence qu'elles peuvent subir ou peut-être qu'on n'a pas envie de voir la réalité en face, je sais pas, mais il faut la voir et il faut ouvrir les yeux. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des taux de condamnation des auteurs de violences ? Je dirais qu'ils sont assez faibles quand même, voire même moindres. Je sais que ça peut être dur de prouver certains faits et je ne remettrai pas le travail de la justice en cause non plus, mais je pense que le travail n'est pas assez bien fait. Enfin, pour revenir par exemple, tout à l'heure on évoquait le procès des viols de Mazan, si l'homme a été interpellé, pourquoi ? Parce qu'il a filmé sous les jupes d'une femme, qu'un agent de sécurité l'a interpellé et qu'on ne s'est pas arrêté là. Dans la plupart des cas, on se serait arrêté là. On se serait arrêté à il a filmé sous les jupes d'une fille, ok, point. Et c'est parce qu'il y a un homme qui s'est dit on va peut-être creuser un petit peu plus quand même, où là on a découvert les atrocités qu'il faisait à sa femme. Et si cet homme n'avait pas décidé de creuser,
je n'ose même pas imaginer ce que cette femme subirait encore à l'heure actuelle, en fait. Absolument. Et c'est un point très intéressant parce que finalement, la justice n'a pas toujours les moyens aussi. Bien sûr. Bon, après, quand il y a une intention et qu'il y a du professionnalisme derrière, il y a plein de choses qui se passent. Et on le voit avec ce procès. Je pense qu'il y a eu une enquête, pour le coup, qu'on peut qualifier d'exemplaire. Enfin, je veux dire, au sens où ils ont réussi à avoir un nombre d'informations vraiment... et je pense dans un contexte aussi qui était nouveau pour eux. Ah oui. Alors après, on espère que similaires auparavant, enfin, en tout cas, qui ont été autant ouvertes, autant médiatisées, parce que je pense que ce qui fait du coup, c'est aussi que c'est aussi médiatisé, c'est aussi parce que c'est la première fois. Alors, c'est la première fois, et en même temps, la soumission chimique, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques semaines avec la députée Sandrine Josso, qui va venir à la Cité Audacieuse pour parler égalité homme-femme, et puis surtout partager aussi, si elle le souhaite, son expérience et ce qui lui est arrivé, puisqu'on est quand même dans un pays où un sénateur peut inviter une députée pour boire une coupe de champagne et essayer de... Enfin, pas essayer, de la sédater chimiquement en vue de 3 petits points. Donc, je suis vraiment enchantée qu'elle nous rejoigne dans quelques semaines pour pouvoir en parler, parce que je pense qu'on se réveille d'un long sommeil. Pour le coup, c'est pas qu'une image plus ou moins à propos, au vu de ce qu'on est en train de partager, mais c'est de se dire finalement dans ce pays, il y a des gens qui peuvent le faire, mais parce que... alors c'est peut-être le rapport à la règle, mais quand tu sais que tu risques rien... Oui. Je pense que si les 50 hommes du procès Mazan savaient qu'ils avaient risqué quelque chose après, ils n'y seraient pas allés, je pense. Enfin, en tout cas, pas tous. En tout cas, je tenais à dire bravo à cette députée qui va venir pour parler de cette expérience. Absolument. Et encore une fois, bravo aussi d'avoir ouvert le procès des viols de Mazan au public. Ah ouais, Gisèle Picot a fait quelque chose d'extraordinaire. Son courage, il restera... énorme. Voilà, les mots n'existent pas pour décrire ce que cette femme a fait et ce qu'elle représente. Et je pense l'impact colossal que cet acte va avoir aussi dans le futur, parce que y a des slogans comme ça qui sont scandés un peu scandés en disant oui, la honte a changé de camp. Oui, la honte a changé de camp. Mais il était temps que la honte change de camp, en fait, et que ce soit pas la femme qui va porter plainte d'avoir honte de porter plainte et de ce qui lui est arrivé. Absolument. Et je sais que moi, je suis allée fouiner un petit peu sur les réseaux sociaux et waouh! Ah oui. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de femmes et d'hommes aussi qui repostaient les photos, comme s'il y avait un besoin de partage à un moment de dire ce qui s'est passé est tellement grave. Alors même s'il y a évidemment... tant qu'il n'y a pas eu de jugement de rendu, tout ça reste bien sûr. La encore présomption d'innocence. La fameuse. C'est dommage, Cécile Sarafis parlait la dernière fois qui est spécialiste donc des violences faites aux femmes. Elle parlait de la présomption de la parole de la victime, présomption de véracité. Moi, j'aime bien cette idée. Je trouve que effectivement, alors c'est bien qu'on puisse se défendre, mais ce serait bien aussi de pouvoir être entendu. Et pour le coup, moi qui reçois des femmes dans un contexte thérapeutique et qui traite bien sûr de ces sujets, j'ai souvent été extrêmement surprise de réaliser que la définition même du viol, selon la loi française, des femmes qui étaient des femmes éduquées, des femmes cadres, qui donc avaient aucun problème à accéder à l'information, n'en connaissaient pas la définition. C'est-à-dire que toute intrusion, quelle que soit la forme, par un objet ou une partie du corps, tant qu'il n'y a pas eu de consentement, s'il y a intrusion, alors il y a viol. Il faut être bien clair là-dessus. Et ça, c'était une définition assez méconnue. Enfin, moi, je sais que, par exemple, j'ai découvert cette définition au moment du mouvement MeToo. Merci à ce mouvement d'ailleurs d'exister. Parce qu'en fait, ça a permis à tellement de personnes d'éclairer, de comprendre que certaines choses qu'on avait vécues
était en fait plus grave que ce qu'on pouvait penser et avait des réelles conséquences et des réelles significations en fait. Parce qu'on ne se rend pas compte, je sais pas, même pour les plus jeunes, de la réalité et la dureté de l'acte en lui-même, quoi. C'est la loi de l'omerta, c'est la loi du silence. C'est-à-dire que la libération de cette parole et de ce mouvement MeToo et le courage qu'ont eu toutes les personnes qui ont osé dénoncer les prédateurs et les nommer. Alors, Camus disait mal nommer les choses, c'est blesser l'humanité. Moi, je pense que effectivement, le fait de pouvoir mettre des mots, c'est-à-dire qu'un violeur, c'est un prédateur, voilà, c'est important et ça libère. Ça libère parce que souvent les victimes ont une double peine. C'est-à-dire que non seulement elles sont victimes, mais en plus elles se sentent coupables, coupables de l'être, et du coup s'enferment parfois dans un silence qui peut durer des années. C'est souvent qu'on entend des femmes se dire oui, mais si j'avais pas fait ça, est-ce que ça serait arrivé ou... Non. Il y a cette culpabilité, voilà. C'est jamais de votre faute. Jamais. Jamais. Absolument. Même si on a dit oui, on peut dire non après. Et s'il y a eu un non, c'est que c'est non. Point. On a le droit de revenir sur notre décision. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a encore du mal à être ancré dans les mentalités, mais enfin, on ne culpabilise pas. Enfin, je sais qu'on ne peut pas contrôler ce sentiment, mais essayez de ne pas culpabiliser. C'est pas de votre faute. Et puis surtout, je pense s'autoriser aussi à être accompagné. Oui. Parce que moi, j'ai observé que c'était pas si évident que ça. Le rapport à la santé psychique, bon, déjà en France, il est complexe. Ça peut dépendre. Il peut y avoir des problématiques qui sont liées tout simplement à la disponibilité des praticiens, parce qu'il y a beaucoup de demandes et que finalement, il n'y a pas toujours la réponse derrière, pour des questions financières également. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, et vraiment, je le dis pour le coup, quand on a un besoin, si on sait on n'a pas la possibilité, pour des raisons financières, d'être accompagné, je pense qu'il faut le dire au thérapeute. Parce que ça peut déclencher aussi des réponses de l'autre côté. Et bon, voilà, ça, il faut savoir que même si la personne ne peut pas y répondre en détail, on pourra peut-être trouver des formes de solutions. Et ça, c'est important de le dire. Je pense que c'est essentiel. Alors, comme tu le sais peut-être, on en a parlé, moi, je fais de l'hypnose ericksonienne, pas que, mais... tu sais, en hypnose, parfois, on va utiliser des métaphores ou en tout cas, on va s'autoriser à créer des outils. Alors, comme on a été bien conditionnés, on nous a beaucoup dit qu'on était des princesses, on nous a expliqué toutes ces choses, ce qui me fait souvent sourire. Alors, moi, je voudrais aujourd'hui, si tu es d'accord, Noah, te donner une baguette magique et te dire, finalement, maintenant que tu as la baguette magique dans la main, qu'est-ce que tu changes tout de suite maintenant ? Écoute, moi je dirais, on enlève de la charge mentale aux femmes, on en donne un peu aux hommes. On rééquilibre. S'il vous plaît. On essaye de conditionner les hommes à avoir aussi une charge mentale. Alors, est-ce qu'on les conditionne à avoir une charge mentale ou en tout cas à partager les tâches en prenant conscience que des enfants, ça s'élève à deux, parce qu'en général, ça se fait à deux. Oui. Donc, c'est pas mal déjà de partager ce quotidien. Et puis surtout, c'est bon pour les enfants. Oui, aussi, de sentir que le papa est autant impliqué que la maman. Enfin, après, là, je parle pour les familles, du coup, hétéronormées, mais dans toutes les autres familles. Mais du coup, c'est là où on ressent la plus grande différence. Même si je pense que dans les couples homosexuels, il y a peut-être aussi un décalage, comme dans tous les... Ce serait intéressant d'ailleurs qu'on parle de la charge mentale. Je suis d'accord. Parce que deux femmes, qu'est-ce qu'on fait du coup ? Triple charge mentale. C'est une excellente question. Je pense que si quelqu'un écoute ce podcast et a envie d'y répondre, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra en faire quelque chose, il n'y a pas de doute. Donc pour toi, ce serait partager cette charge mentale ou rééquilibrer la charge mentale. Concrètement, est-ce que tu penses à une action en particulier ? Non, pas nécessairement, parce que je pense que même si on essaye en fait de répartir les tâches, faire un joli planning où on dit toi tu vas gérer ça, toi tu vas gérer ça, on peut pas s'empêcher en fait. Moi je sais que moi pour avoir vu ma mère, ma grand-mère, etc., on peut pas s'empêcher en fait de penser, de se dire on va penser
ah, il va falloir l'emmener chez le dentiste, ah, il va falloir faire ceci, ah, il y a la sortie scolaire, faut pas oublier le pique-nique, etc. Chose qu'un homme va se rendre compte peut-être à la dernière minute, désolé, mais c'est un peu cliché, mais c'est souvent vrai. La veille pour le lendemain ou même le jour même, ah, on n'a pas le pique-nique, on a oublié, alors que moi, ma mère, elle le prévoyait 3 jours à l'avance quand elle faisait les courses. J'allais dire évidemment, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai moi-même géré beaucoup de pique-niques. Je ne sais plus qui disait prévoir, c'est gouverner. Oui. Alors peut-être que le message de tout ça, c'est que finalement les femmes gouvernent. Je ne sais pas. Ah, moi, je pense que dans une famille, c'est plus la maman qui gouverne que le papa, hein, pour le coup. Ah. Enfin, c'est... En fait, après moi, mon père était souvent en déplacement. Donc c'est aussi... malgré elle que ma maman du coup a dû prendre le relais d'être tout le temps là en fait, mais même dans toutes les autres familles, hein, moi je pense que par le fait de gérer tout, de penser à tout, etc., c'est souvent les femmes qui vont gouverner un petit peu, que ce soit le planning, les repas, les courses, voilà. Souvent, la planification et puis l'orchestration, effectivement, ça génère du stress négatif. Et le trop-plein de stress négatif, parce qu'on oublie souvent de préciser qu'en général, les femmes gèrent tout ça, mais qu'en plus, elles travaillent. Oui, à côté. Donc, dans leur travail, elles ont également des choses à gérer. Être maman est un métier. Ça, je l'ai souvent dit, mais être maman, c'est un vrai métier pour le coup. Voilà, tu me donnes de l'espoir. Oui, être maman, c'est un métier, absolument. C'est un métier à temps plein, déjà. Oui. Et le cumul des mandats, est-ce qu'on est pour ? C'est plutôt compliqué, quoi. Voilà, que chacun et chacune apporte la réponse. Juste avant qu'on fasse ce podcast, je t'ai invité, Noah, à réfléchir à la rubrique qui s'appelle « Balance ton chiffre ». Oui. Est-ce qu'il y a un chiffre que tu voudrais nous partager aujourd'hui ? En fait, moi, je voulais partager un chiffre autour de du coup, la maternité, etc. Et le fait d'être femme. Parce que, du coup, de par ma foi, on me conditionne à avoir une famille, des enfants, etc. Alors, moi, j'en veux, il n'y a aucun souci. Okay. Mais c'est vrai que demain, une femme qui est hyper croyante, mais qui ne veut pas d'enfants, en tout cas au sein de l'Église catholique, ça peut poser problème et beaucoup de jugements, surtout. Et donc remettre en cause sa légitimité de sa foi, etc. Enfin, c'est des choses qui peuvent arriver et du coup je trouve ça un peu dommage. Enfin, je pense qu'on peut se donner le choix d'être mère ou pas, et malgré les facteurs qu'il y a autour, foi, religion, etc. Est-ce qu'on a envie d'être mère ? Oui ou non. C'est pas parce qu'on peut le faire parce qu'on a le corps qu'on est obligé de l'être. Et donc du coup en fait les chiffres étaient pour le bonheur d'une femme, vous pensez qu'être mère c'est du coup souhaitable à 37% quand même, ce qui est quand même assez conséquent, comme quoi le bonheur d'une femme dépendrait du fait qu'elle ait un enfant ou pas dans sa vie. Ah oui, non mais même moi... Où est-ce que tu as trouvé ce chiffre ? J'avoue, j'ai pas noté la source, mais ça venait d'un journal. Okay. Dans mes souvenirs, 33% pas vraiment nécessaire, donc en vrai on est quand même sur un petit peu d'égalité entre le souhaitable et indispensable quand même à 22%. Waouh. Parce qu'en fait, mais je pense que c'est une question de conditionnement aussi, hein, et d'éducation et de la société en fait en règle générale. Si on a le corps pour être une femme, évidemment que ça va nous combler de bonheur d'être mère, et ben pas forcément. Pas forcément, mesdames, pas forcément. Même si ça peut l'être aussi, mais pas que. Bien sûr. Après, on est sur du 7%, on ne sait pas trop. Voilà. Okay. Et du 1% pas souhaitable. C'est pas beaucoup, 1%, si je peux me permettre. Je pense qu'on peut faire une petite évolution dessus et ancrer dans les esprits que le bonheur d'une femme ne dépend pas de sa maternité ou non. Alors, on est bien d'accord, et étant croyante aussi, hein, je vais me permettre d'en parler parce que moi qui suis plus âgée que toi, je l'ai eu cette pression où on venait m'expliquer, puisque j'ai eu mes enfants relativement tardivement, puisque en tout cas au sens de la médecine, je faisais partie des vieilles mamans, comme on m'a nommé, ce qui a eu le mérite de me faire sourire à l'époque. Très sympathique en tout cas. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je devais avoir quelque chose comme 35 ans. Ça vous donne une idée. Moi, je pense qu'on peut être croyante et choisir d'avoir une contraception pour un jour ou pour toujours.
Bien sûr. Je pense que on peut être croyante et avoir conscience que porter un enfant et mettre un enfant au monde, premièrement, ça se fait à deux. Et la seule chose dont on est à peu près certaine, c'est que nous sommes la seule personne avec laquelle on va faire le chemin jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on peut commencer, j'allais dire, une vie de couple avec quelqu'un, que ce soit homme ou femme, mais on ne sait pas si on va rester avec cette personne, en fait. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Alors, pour le coup, le couple est un vaste sujet pour lequel, parfois, il faut avoir la foi. En tout cas, c'est très utile de l'avoir, sans faire de mauvaises blagues. Mais... en tout cas, avoir le choix de se dire, finalement, j'ai conscience aussi que je vais devoir élever des êtres. Et les élever pas qu'au sens de la nourriture et du soin, mais les verticaliser, en tout cas les accompagner dans le fait de se verticaliser. Alors quand tu me parles de tes parents, de ce qu'ils t'ont inculqué dans le respect du droit des femmes, dans le fait de t'en avoir ne serait-ce que parlé, de l'avoir évoqué, de t'avoir éduqué à ce sens, au sens où tu l'as dit, et puis aujourd'hui de te laisser le choix d'être qui tu veux être, c'est-à-dire une croyante qui l'assume suffisamment pour accepter de faire cet exercice qui n'est pas toujours facile d'être filmé et d'aller aussi sur les réseaux sociaux. Donc, je tenais à le dire, bravo pour ton courage, Noah. Je trouve ça vraiment chouette de le faire parce que ça en dit long sur qui tu es. Voilà, donc je trouve ça vraiment, je trouve ça important de le noter. Et puis finalement de se dire, souvent les gens qui te disent oui mais quand on a la foi, oui mais ça veut pas dire que on est d'accord pour porter des enfants, ça moi, ça bouscule. J'ai un avis par exemple sur l'avortement qui peut déranger plus d'un, je pense, au sein de ma paroisse. Alors c'est ce que j'allais dire, ça dérange où? Ça dérange à la Cité Audacieuse ou ça dérange à la paroisse? Parce que du coup, à la Cité Audacieuse, ça ne dérange pas. Bizarrement, être féministe et dire moi aussi je crois en Dieu, ça va pas déranger les féministes, mais ça peut déranger du coup plus la paroisse. En fait, je comptais en parler après, mais moi j'ai découvert ma foi au sein du scoutisme. D'accord. Parce que mes parents m'ont mis au scout pour les valeurs qu'il y avait derrière. Okay. Surtout parce qu'au Scout et Guide de France, du coup, qui est un mouvement d'éducation populaire, on inculque des valeurs comme le partage, l'entraide, la bienveillance, qui pour mes parents sont essentielles à mon éducation. Et je leur en remercie. Mais on est aussi sur de la coéducation. Depuis le plus jeune âge, dès 6 ans, on coéduque. On est filles, garçons, mélangés. Alors pas dans les tentes, je vous rassure, mais on fait les services ensemble. On va faire les jeux ensemble. Et ça a quand même joué un rôle dans ma construction en tant que personne, notamment sur le fait de découvrir ma foi au scout, parce que du coup j'étais dans cette petite bulle un petit peu de bienveillance où en fait moi je me suis jamais sentie inférieure à un garçon de ma tranche d'âge au scout. En plus je l'ai rejoint quand j'avais 12 ans, donc je me suis construite en tant qu'ado, en tant que femme aussi comme ça, et ça m'a permis d'affirmer mes choix, d'être fière de qui j'étais, etc. Et effectivement quand on sort de cette bulle et que j'ai commencé à décider de vivre ma foi du coup en dehors de cette bulle de bienveillance, etc. On se rend compte qu'en fait tout le monde pense pas forcément comme nous, et qu'effectivement ça peut être compliqué. J'avais eu un débat en fait sur l'avortement quand j'avais 16 ans au scout, parce qu'on fait aussi des débats, des temps de parole, etc. Et on en parlait, et effectivement on avait 2 personnes qui étaient un peu moins d'accord, mais c'est pas pour autant qu'elles allaient réfuter notre idée ou nous blâmer. Effectivement, quand on commence à en parler dans la société ou dans un cadre extérieur où on n'a pas forcément eu la même éducation, les mêmes valeurs, et on n'a pas forcément grandi ensemble, c'est une idée qui commence à un peu fâcher tout le monde. Parce que voilà, comme diraient les gens anti-avortement, on enlève la vie à un être. Voilà. Mais moi, je pense que chaque femme est libre de son corps et peut décider ou pas d'élever cet être. Et ça, pour coup, c'est un avis où je serais toujours arrêtée dessus. Si demain je tombe enceinte mais que je ne me sens pas capable de donner les bonnes conditions pour élever cet enfant, je pense qu'il vaut mieux, si je ne peux pas lui apporter tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien élevé, peut-être avorter plutôt que lui donner une vie où il ne sera pas forcément la meilleure, où il va vivre dans des conditions pas forcément bonnes. Enfin voilà, moi je suis étudiante, donc je ne pense pas que je vais lui donner le meilleur qui soit à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est une décision à prendre en amont, d'où la contraception à temps plein. Mais s'il y a des accidents, je pense qu'on ne doit pas faire culpabiliser les femmes par rapport à leur foi, parce que ça remet en cause rien du tout là pour le coup.
Alors moi je pense que Dieu nous a fait un cadeau extraordinaire qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il nous a donné un cerveau qui fonctionne bien, si tout s'est bien passé en tout cas, et la conscience de savoir qu'on est en capacité nous-mêmes de décider pour nos propres corps, c'est-à-dire ne pas se laisser altérer par la conscience de l'autre, parce que nous avons toutes et tous des points de vue qui divergent pour X raisons, mais que personne ne peut venir juger la conscience de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si tu penses qu'avorter, c'est juste pour toi, fais-le. Oui. Si tu penses que c'est pas OK et que tu veux garder cet enfant, fais-le. Fais-le, il n'y a pas de souci. Voilà, mais c'est la liberté d'être, en fait. Moi, j'ai observé que, moi qui suis très attachée à cette notion de conscience, prendre conscience de qui on est. Pour moi, c'est ça la vraie religion. La vraie religion, c'est relier, mais c'est aussi se relier à soi, c'est-à-dire à son soi profond. Qui je suis quand je suis pas dans le masque social, qui je suis quand je suis pas en représentation, qui je suis quand je suis seule avec moi-même. Et du coup, s'il y a une décision à prendre pour mon corps, je suis la personne la plus apte pour prendre cette décision. Donc ça paraît très simple dit comme ça, mais ça l'est pas du tout pour bon nombre de croyants. Alors peut-être que nous allons nous attirer les foudres. On en reparlera la semaine prochaine quand le podcast sera diffusé. Mais que chacun y aille franchement, selon sa conscience. Voilà, c'est pas grave. Enfin, surtout que je continuerai toujours à en parler parce que même si en France, voilà, c'est rentré dans la Constitution, le combat n'est pas fini. Il y a des rapports qui sont sortis par le planning familial qui ont été aussi financés par la Fondation des femmes. Le rapport dont on parlait le jour où tu as fait le podcast là-dessus, c'est encore difficile d'accès. Ce n'est pas parce qu'on autorise, qu'on nous donne un accès facile à tout ça. Et surtout, il y a plein d'autres pays dans le monde où en fait ce n'est pas possible. Même dans des pays développés comme les États-Unis, on remet en cause ce droit qui normalement est censé être fondamental dans des pays qui sont plus développés comme les États-Unis. Voilà. Ouais, alors après, le sujet est vaste. Je sais que moi, j'ai vu des scènes aux États-Unis qui m'ont vraiment, en tant que croyante, choquée. Par exemple, j'ai vu des gens qui se mettaient autour des cliniques pour inviter les femmes qui souhaitent avorter à ne plus avorter. Je trouve que c'est d'une violence inouïe. Et que c'est inacceptable. Encore une fois, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi, mais je trouve ça d'une rare violence. Non, mais comme l'a dit Simone Veil, aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Non, mais voilà. On l'oublie un peu trop souvent. L'avortement n'est pas un acte qu'on fait par un claquement de doigts, comme si et puis la femme va ressortir de la clinique. C'est jamais arrivé, c'est pas grave, tout va bien. Non. Il y a plein de séquelles psychologiques qui vont aller de soi avec, de culpabilité parce que la société fait que on nous fait culpabiliser d'avoir fait cet acte, on va demander plusieurs fois, il y a même des médecins encore en France qui remettent en cause encore les femmes qui viennent avorter en disant vous êtes sûre madame, parce que c'est quand même non, etc. Oui, je pense que déjà si elle a fait la démarche pour venir jusqu'ici, ça devait déjà pas être très très simple. Si on peut lui faciliter un petit peu le chemin et l'accompagner plutôt que de vouloir la ralentir, ce serait un petit peu plus sympa, quoi. Oui, et puis surtout que tout à l'heure on parlait de charge mentale. J'ai envie de dire que dans ces cas, 100% de la charge mentale, en général, pèse sur les épaules des femmes. Après, ça ne veut pas dire que ces messieurs ne sont pas impliqués. Ah non, bien sûr. Il y en a qui le sont et voilà, qui ont besoin de travailler sur ce sujet parce que c'est complexe pour eux, évidemment. Mais en fait, on voit beaucoup de femmes qui témoignent, par exemple, que dans la clinique, elles sont seules, alors qu'on peut avoir un accompagnateur. Et souvent, ça va être une amie, une maman, une tante, une grand-mère. C'est rarement un homme qui accompagne dans ce genre de moments, alors que je pense que si en plus ça arrive dans des couples ou quoi que ce soit, je pense que ce serait un peu plus sympa de sentir un petit peu de soutien, quoi, de se mettre un petit peu plus dedans. Comme en général on le fait à deux, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, jusqu'au bout, tu vois. Je pose ça là. Si tu devais admirer une femme, ce serait qui, Noah ? Moi, je pense qu'en vrai, je dirais quand même ma maman. Alors au début, je voulais pas le dire, parce que déjà, ça fait un peu cliché. De dire oui, j'aime bien ma maman, et parce que on a plein de désaccords sur plein de trucs, mais malgré tout ça reste ma maman et je l'admire beaucoup.
Ma maman, elle m'a élevée toute seule les premiers mois de ma vie parce que du coup, j'avais pas de papa à proprement parler. Enfin, il était pas là, quoi. En tout cas, il n'avait pas envie d'être là. Et elle a fait preuve de courage et de persévérance. Elle a quand même continué. Elle a voulu me garder et merci parce que sinon je serais pas là aujourd'hui. Et elle a fait preuve d'un courage inouï. Je trouve à 25 ans, on est encore très très jeune pour me garder et m'élever dans des bonnes conditions. J'ai jamais manqué de rien. Jamais, jamais, jamais. Et puis après, en plus, elle m'a offert un papa quand même. J'ai mon beau-père qui est mon papa, voilà. Enfin, moi, je dis que c'est mon papa et ça changera jamais. Et du coup, voilà, j'admire beaucoup ma mère pour ça. Et puis aussi pour toutes les valeurs, bien sûr, qu'elle m'a inculquées, qui font qui je suis aujourd'hui, quand même. Même si on n'a pas trop envie de ressembler à sa maman. Alors, je vois pas pourquoi, déjà. Et écoute, en tout cas, merci pour ce partage. Et merci à ta maman. J'imagine qu'elle va écouter ce podcast à un moment ou à un autre. Et vraiment, vous avez bien bossé, je tenais à vous le dire. Voilà. Bravo. Bravo, bravo. Si aujourd'hui, tu devais... donner un conseil aux jeunes filles de 15 ans, ce serait lequel ? Moi, je dirais de parler entre vous. C'est parce que je me souviens, parce que dans les questions que tu m'avais envoyées, il y avait par exemple l'évocation des règles, la première fois qu'on a ces règles, etc. Et en fait, je me suis rappelé que quand on a 14 ans et qu'on a ses premières règles, ou on a plein de premières fois comme ça, on n'en parle pas avec ses copines. C'est très rare. Pourquoi ? Parce qu'on a une sorte un peu de tabou quand même entre nous, un petit peu. La parole va plus se délier au lycée quand on sera plus grande, plus mature, et qu'au final, on aura plus d'expérience, on en aura plusieurs, et du coup, on se sentira plus légitime d'en parler. Mais parlez entre vous parce qu'en fait, vous n'êtes pas seuls, et on vit toutes les mêmes choses en tant que femme, souvent dans la vie. Et les premières règles, par exemple, c'est quelque chose dont on peut facilement parler entre nous, et surtout quand on est jeune. Et au moins, ça permet de se sentir... moins seule. C'est vrai. Qu'est-ce que tu t'es dit, toi, la première fois que tu as eu tes règles, Noah ? Moi, j'avoue, j'étais hyper paniquée. Ouais. Ça arrivait en cours d'SVT, j'avais 14 ans, j'étais paniquée, et en plus, on parlait des règles ce jour-là en cours, donc sympa. J'étais un peu renseignée sur le sujet, mais pas trop. Et ouais, une panique totale. J'ai pas osé en discuter avec mes copines parce que je me suis dit, je sais pas quoi faire, etc. Et j'ai séché mon cours de théâtre pour rentrer chez moi. J'en ai parlé avec ma maman. Et en fait, à l'époque, il y avait un truc qui est génial, je crois que c'est toujours à l'heure actuelle, mais c'est les packs Always qui sont envoyés par la poste. Et en fait, dedans, il y a des guides avec, il y a un tampon, quelques serviettes, et il y a un guide en fait pour les jeunes filles. D'accord. Où en fait, toutes les questions qu'on se pose dedans, il y a la réponse dedans. Alors, ce podcast n'est pas sponsorisé par Always, oui, mais franchement, je trouve que c'est super intelligent. En tout cas, moi, j'ai adoré avoir ça quand j'étais jeune et me dire, waouh, en fait, c'est trop bien, ça existe. Et c'est trop bien fait. Parce qu'en fait, il y a des questions qu'on ne va pas oser poser à notre maman, ni même à nos copines. On a une pudeur énorme quand on est adolescente, parce qu'on est tellement dans une transition de notre corps qu'on a déjà du mal nous-mêmes à accepter et à comprendre tout ce qui se passe. Donc, en parler en plus avec quelqu'un autour de nous, c'est encore plus compliqué. Donc, pour le coup, c'était vraiment bien fait. Franchement, voilà. Ok, super. Donc, du coup, ça t'a aidé à... Ça t'a accompagné dans ton entrée dans cette nouvelle étape de ta famille. J'étais quand même un peu paniquée. Voilà, on a très très mal au début, on ne sait pas pourquoi. C'est limite effrayant en fait de se dire, attends, je vais avoir cette douleur-là tous les jours, tous les mois de ma vie, pendant des années. C'est pas possible, je veux pas ça. Voilà, plusieurs fois quand j'étais jeune, je me disais, c'est pas grave, je vais me faire enlever les trompes. Au pire, j'aurai pas d'enfant, j'en ai marre. À cause des douleurs. Ah ouais. Bien sûr. Maintenant, la raison m'est revenue et... non, mais c'est fou. C'est fou de se dire ça, oui, bien sûr. Et on n'en parle pas assez. Je trouve que ça va, parce que maintenant j'ai 20 ans et avec mes copines, on en parle. Et c'est un sujet dont on parle beaucoup maintenant, en ce qui concerne par exemple l'endométriose, etc. C'est encore méconnu, mais on en parle et il y a un peu plus d'infos dessus. Mais ça reste quand même pas très simple au début. Toute la vie d'une femme, on oublie de le dire, mais... quel que soit l'âge, c'est toujours un moment particulier parce qu'il y a des bouleversements hormonaux, parce que ça implique une charge mentale aussi de se dire mais peut-être que je suis en réunion, mais peut-être que je suis en train de tâcher le fauteuil sur lequel je suis assise. Je pense que 100% des femmes qui nous entendent ont vécu ce moment de stress intense, qui consiste à se poser la question, à savoir si on laisse une trace dans l'humanité, est-ce que ça va être sur le joli fauteuil crème ou pas, ou sous une autre forme.
Voilà, donc c'est aussi un stress. C'est aussi un stress, c'est une fatigue parce que forcément tu as des manques de fer, de magnésium, il se passe plein de choses. Voilà, donc j'espère qu'un jour dans ce pays, on verra un congé menstruel mis en place. Ce serait génial. Ce serait vraiment chouette. Comme on verrait aussi une pilule pour les hommes. Ouais, moi, c'est un peu mon grand rêve. Mais tout à fait. Mais écoute, tu sais quoi, je crois qu'on n'est pas là par le fruit du hasard. Non, mais on pourrait peut-être faire une liste de prières à soumettre à parce que ça a vu à nos compatriotes deux fois. Moi, j'ai vu quand même la phrase sortir d'hommes qui avaient testé cela et qui ont dit, vous vous rendez compte de la liste d'effets secondaires? Oui, on se rend bien compte. Oui, l'eau, ça mouille. Absolument. Non, mais c'est intéressant, tu vois, parce que c'est une discussion qu'on avait tout à l'heure quand on parlait de la devise de la République française, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. La fraternité, ça s'adresse aux hommes. La sororité, ça s'adresse aux femmes. Et la notion d'égalité qui rejoint le féminin et le masculin, c'est la notion d'adelphité. Donc, pourquoi je fais le lien? C'est que, en fait, si on veut vraiment être dans la liberté et dans l'égalité, il faudrait que tout le monde puisse être concerné de la même façon. Non, c'est pas drôle de prendre une pilule. Non, c'est pas drôle d'avoir un stérilet parce qu'on a des règles hyper abondantes et parfois ça nous épuise. Voilà, donc la charge de la contraception, elle pourrait tout à fait être partagée et ce serait preuve d'élégance de la part de ces messieurs de se pencher sur le sujet. Alors il y en a qui sont très au clair et très à l'aise avec ça et je pense qu'il faut le dire parce qu'il y en a beaucoup qui trouvent complètement légitime de porter ça et surtout... Et on vous voit et on vous adore, vraiment. Voilà, et non, oui on vous aime, voilà ce qu'on va vous dire. Oui, on vous aime, on peut être féministe et vous aimer, c'est pas pour ça qu'on aime tout ce que vous faites, ça c'est différent. Oui. Je pense que c'est important de le préciser. Aujourd'hui, Noah, on a parlé de plein de choses, on a abordé différents sujets. Si tu devais encore dire une chose entre féminisme et foi, ce serait quoi? Ce serait qu'en fait, il y a beaucoup de clichés comme quoi la femme serait soumise à l'homme au sein surtout de la religion catholique. Mais pourquoi? On dit pourquoi? Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit ça. Qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Voilà. Je me permets, virgule, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Déjà, il y a une suite. Voilà, c'est pour ça que je me permets de le préciser. Voilà, parce que ça change tout. D'accord, mais ça change tout. Mais il y a beaucoup de passages de la Bible où souvent on les cut comme ça et s'il vous plaît, on peut les écouter jusqu'au bout. Et sinon, on va appeler un ami théologien ou une amie théologienne d'ailleurs, et on pourra en discuter. Mais ce serait intéressant parce que effectivement, ce verset, mal compris. Il nous laisse à la cuisine, quoi, en fait. Ah ouais, clairement. Alors que non, même si oui, dans la Bible, il va y avoir plus d'hommes que de femmes, c'est aussi le reflet de la société de l'époque, si je peux me permettre. Enfin, c'était une société hyper patriarcale, et c'est comme ça. Mais à l'heure actuelle, moi, pour du coup fréquenter des personnes catholiques, aller à l'église et même du coup faire du catéchisme, on est quand même assez ouvert sur le sujet. Ça va. Et je trouve que c'est un peu un cliché qu'on entretient de dire que ce n'est pas possible. Alors oui, de temps en temps, il y a certaines idées qui peuvent paraître un peu trop extrêmes, comme par exemple l'avortement au sein de l'Église. Mais après, il faut aussi avoir la jugeote de se dire, peut-être pas évoquer ça maintenant, peut-être pas comme ça. Et je pense qu'on a d'autres combats avant de type, nous sommes égaux et on a le même pied d'égalité, etc. Mais souvent, moi, les prêtres en tout cas que je vois célébrer la messe le dimanche ne font pas de différence extrême entre les hommes et les femmes. Voilà, il y a des versets où c'est un homme qui commet un adultère, c'est aussi grave qu'une femme qui commet un adultère, et c'est comme ça, et on n'est pas choqués.
Il n'y a pas de différence face au péché, tu veux dire? Non. C'est une chose qui devait être très très présente avant, et je vous l'accorde, mais l'Église évolue aussi avec le temps. Enfin voilà, le pape fait des mises à jour, si je peux dire comme ça, parce que j'ai pas le terme exact, mais le pape fait souvent des avancées en fait, et c'est aussi pour ça qu'on a un pape, pour nous dire mais les gars, on évolue en fait, et c'est bien. Donc voilà. Ah, c'est comme ça que tu vois le pape. Alors c'est intéressant pour moi parce que tu vois qui n'est pas forcément cette expérience. Oui. Ok. Bah en fait, moi je le vois comme vraiment le réunificateur de toutes les églises catholiques du monde. D'accord. Et qui nous permet d'avoir des idées assez communes tout ensemble. Et voilà, quand par exemple il y a eu la bénédiction des couples homosexuels, parce que voilà, le mariage c'est encore un grand pas, même si je trouve ça dommage, c'est encore un grand pas pour l'Église et on y va doucement. C'est le pape qui l'a dit. Et même si ça va pas être appliqué partout, parce qu'on sait très bien que dans certains pays les droits des homosexuels sont pas les mêmes que dans d'autres pays, au moins le pape l'a dit, et c'est une idée qui a traversé le monde entier, parce que dès que le pape parle et fait un communiqué, tout le monde l'écoute, même ceux qui ne sont pas croyants, au final. Absolument, c'est juste. Et du coup, puisque bon, tu reconnais quand même un certain pouvoir au pape. Oui, bien sûr. Et qu'en même temps, je pense que il est très clair que tu te dis féministe. Oui, bien sûr aussi. Tu penses quoi du fait que l'Église catholique a tué beaucoup les viols des nonnes, des enfants? Il y a quand même eu un silence assourdissant. Bien sûr. En fait, j'ai vu un film qui m'a beaucoup marqué dessus, qui s'appelle Par la grâce de Dieu, je crois. Je connais pas. Alors, c'est du coup un film sur des personnes qui ont subi des viols et des attouchements par un prêtre, aussi au scout en plus, donc du coup je me suis sentie aussi un petit peu concernée par le film, que ce soit au scout et au catéchisme et au sein de l'église, et en fait l'affaire éclate, ça y est, enfin, 20 ans après, parce qu'en fait le prêtre est revenu, parce que souvent on avait l'habitude du coup de les muter ailleurs, et c'est pas grave, si on le met dans la région différente, on verra pas qu'il fait ça, mais il recommence. Et donc du coup, en fait, un des enfants qui est maintenant père de famille, qui a subi ça, se dit que c'est impardonnable. Et du coup, va en parler au diocèse, etc. Et commence à former un groupe et commence à médiatiser tout ça. Effectivement, on a beaucoup étouffé l'histoire pendant des années, par peur aussi je pense qu'il y avait une réelle peur de l'effondrement d'une institution, je pense. Parce que se dire que est-ce que l'Église va se relever après cela devait être aussi assez dur à... Et en même temps, c'est étrange pour des gens qui reconnaissent un texte dans lequel il est écrit « La vérité vous affranchira ». Bien sûr. Mais après, pour le coup, le dernier pape en a parlé et on a beaucoup médiatisé cela. Il y a des rapports qui sont sortis. Bien sûr, c'est pas parfait. Et je pense que on est en chemin dessus, mais pour en avoir parlé du coup avec des prêtres, on a une vigilance accrue désormais de tout cela. Et moi, je connais certains prêtres, pour bien les connaître du coup, qui n'ont aucun scrupule à dénoncer ce genre d'actes. Mais vraiment aucun, quoi. Enfin, un truc et c'est ciao, quoi. Et mais pas on te mute ailleurs. Il y a des prêtres qui sont excommuniés pour ce genre d'acte, en fait, parce qu'on n'est pas digne de l'Église et de représenter Dieu quand on fait ce genre d'acte, en fait. Disons qu'un prédateur, qu'il ait une Bible ou pas à la main, ça reste un prédateur, en fait. Exactement, un violeur reste un violeur, Bible ou pas à la main. Donc, tu n'es encore moins digne de représenter la parole de Dieu et de célébrer la messe ce dimanche quand tu es un violeur, clairement. On est bien d'accord. On est bien d'accord. En tout cas, Noah, je te remercie infiniment pour ce partage. Dieu fait bien les choses. En tout cas, j'ai aimé partager ce moment avec toi et puis finalement de nous retrouver sur plein de choses. Malgré nos différences d'âge et de contexte, je trouve que c'est chouette. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir eu ce courage. Et puis, je te dis à très vite pour la suite de tous ces podcasts. À très vite. À bientôt. Vox Feminarum remercie chaleureusement la Cité Audacieuse, tiers-lieu féministe sous l'égide de la Fondation des femmes.
Un grand merci à vous, mesdames, pour votre soutien.